tu n'as rien à faire à cette table, va t'asseoir avec les gamins, a lancé ma mère, sèche, après que j'ai payé un dîner qui m'a coûté 4200 €. Alors j'ai répondu, calmement, que dans ce cas, les adultes n'avaient qu'à régler l'addition. Et j'ai annulé le paiement du restaurant, puis j'ai fermé tous les comptes à mon nom. Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, et si toi aussi tu t'es déjà senti comme l'invité de trop dans ta propre famille, comme celui qu'on appelle qu'à la dernière minute parce qu'il faut bien remplir une chaise de plus, alors tu comprendras où cette histoire commence. Chez nous, ils ont un talent très particulier, celui de me faire sentir que je ne fais pas vraiment partie du tableau. Je n'étais ni le préféré, ni le rebelle, et encore moins le petit dernier. J'étais juste, là. Celui qui se présente toujours, qui sourit quand il faut, qui paie sans bruit et qui ne fait jamais de vagues. Je ne réagissais pas, je ne m'énervais pas, je me contentais d'être présent. Et visiblement, c'est ce qui les dérangeait le plus. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais gosse, je croyais qu'on était une famille normale. On dînait ensemble, on partait en vacances, et certains matins de Noël avaient vraiment un goût de magie. Et puis tout a commencé à changer. Peut-être après que papa soit parti sans se retourner, ou bien le jour où mon grand frère a commencé à gagner plus que tout le monde, et que maman a décidé qu'il était, à partir de là, au-dessus de toute critique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à disparaître du tableau. Je suis devenu l'ombre, le silencieux, celui qu'on remarque à peine. À 19 ans, j'ai quitté la maison, j'ai financé mes études tout seul et je me suis construit, lentement, une vie. Aujourd'hui, je travaille dans une boîte de logistique, rien de tape à accent grave-l'œil, mais stable. Je gagne bien ma vie, sans luxe, sans bling-bling, mais honnêtement. Et pourtant, à les écouter, on dirait que je suis encore celui qui échoue. En réalité, plus j'ai réussi, plus ils sont devenus froids, distants, presque hostiles. C'était comme s'ils refusaient que je m'en sorte. Ou pire, comme s'ils estimaient que mes efforts leur étaient dus. La dernière gifle, la plus récente, est arrivée lors d'un dîner de fiançailles. Pas le mariage, non, juste la fête ridicule organisée pour la demande. Et l'événement, bien sûr, a coûté 4200 €. C'était pour ma cousine Michel, la petite dernière de ma tante. Elle avait déjà une bague énorme, du genre à briller jusque depuis la tour Eiffel. Mais évidemment, il fallait que la famille fasse un grand show. Chez nous, quand on dit qu'un événement est organisé par la famille, ça signifie toujours que Thomas paiera. Et je n'ai même pas reçu une vraie invitation. Pas de coup de fil, pas de message, juste un mail transféré. Pas un bonjour, pas un mot gentil, rien que la date, l'heure et l'adresse. Ma mère a même ajouté une petite note à la fin, un genre de « ne sois pas en retard » écrit dans un ton si faussement cordial que j'en ai souri. J'ai fixé le message pendant un moment, sans savoir si j'avais envie d'y aller. Je ne les avais pas vus depuis plus d'1 an. Et la dernière fois, maman m'avait présenté à quelqu'un en disant, en riant, « Voici Thomas, toujours célibataire, toujours en location, toujours absent. » Elle avait ri, pas moi. Et pourtant, je suis allé au dîner. Peut-être qu'une petite part de moi voulait encore qu'on me voie. Ou peut-être que je voulais juste me prouver que je n'en avais plus rien à faire. Le restaurant était plutôt chic, pas un étoilé, mais assez classe pour que certains de mes cousins fassent semblant d'être plus riches qu'ils ne sont. J'étais arrivé un peu en avance, bien habillé, blazer bleu marine, pantalon propre, le genre de tenue qui te donne au moins l'air à ta place. En donnant mon nom à l'entrée, l'hôtesse a eu une hésitation, puis m'a tendu un bracelet en plastique. C'est pour le coin buffet, m'a-t-elle dit, en désignant une petite section dans le fond, lumière basse, plateau en inox, ambiance cantine de gala. J'ai cligné des yeux. Ce n'était pas censé être un dîner servi à table? Elle a vérifié sa liste. Vous êtes avec le groupe Gomez, c'est bien ça? Il est noté ici que vous êtes sur la liste des enfants. Je lui ai souri, serré, et je suis entré. La grande salle était lumineuse, pleine de bruit, de rires, de discussions animées, de verres qui s'entrechoquaient. Les tables étaient disposées en forme de U, avec des fleurs au centre. Michel et son fiancé posaient pour les photos. Tout en haut du U, il y avait la table spéciale, celle des soi-disant VIP. Ma mère, ma tante, mon frère avec sa femme, quelques cousins. Tous installés, tous avec leur verre de cidre pétillant dans de vrais verres. Mon nom ne figurait nulle part. Thomas, par ici, a crié ma mère en agitant la main comme si elle essayait de héler un taxi. Elle a pointé du doigt une table pliante branlante dans un coin, juste à côté d'un groupe d'ados et de cousins plus jeunes. Va t'asseoir avec les gamins, a-t-elle dit sèchement en me lançant une fourchette en plastique, encore emballée dans une serviette en papier. Les adultes sont là-bas.
Je l'ai regardé, sans rien dire. Ma tante Rachel, celle qui ne m'a toujours pas remboursé les 2500 € qu'elle m'a empruntés en 2019, a éclaté de rire. Tu devrais déjà être content qu'on t'ait laissé venir, a-t-elle lancé avec son éternel sourire faux. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis calmement. Autour de moi, la conversation tournait autour de TikTok, des refus d'admission à la fac, et de qui s'était fait griller en train de vapoter derrière le gymnase. J'ai bu mon verre d'eau en silence et j'ai piqué dans un morceau de poulet sec, trop cuit, visiblement posé là depuis des heures. Personne de la grande table n'est venu me parler. Pas une seule fois, personne ne m'a adressé un regard. C'était comme si je n'étais même pas là. À un moment, mon frère s'est levé, a levé son verre et a déclaré, à Michel et Anthony, que votre amour soit aussi fort que vos abonnés Instagram. La salle a éclaté de rire. J'ai applaudi 2 fois, par politesse, rien de plus. J'avais envie de partir, de claquer la porte, mais quelque chose me retenait. La curiosité, peut-être. Ou un simple sursaut d'orgueil. Alors je suis resté. Vers la fin de la soirée, les invités déambulaient, le DJ passait une pop fade en fond sonore. Un homme s'est approché de moi. Il avait l'air fatigué, grand, un peu dégarni, manifestement épuisé. Il s'est penché vers moi, a jeté un œil à sa tablette et m'a dit bonsoir. Juste pour confirmer, c'est bien vous qui réglez les 4200 € restants ce soir? J'ai cligné des yeux. Pardon? Il a tourné la page et m'a montré les documents. Un acompte de 1800 € avait déjà été versé, et les 4200 restants devaient être réglés avant la fin de la nuit. Le contrat portait mon nom. J'ai senti ma poitrine se serrer. Qui vous a dit que c'était moi? Rachel Gomez, a-t-il répondu sans détour. Elle a dit que vous vous occupiez du paiement, que c'était votre cadeau à la famille. Pendant une seconde, aucun mot ne m'est venu. J'ai regardé la grande table. Ma mère riait, faisant doucement tournoyer du jus de raisin dans son verre, tandis que tante Rachel lui tapotait le dos. Je ne me suis pas senti choqué. Juste vidé. Puis, une étrange sensation de calme m'a envahi. Je me suis levé lentement, j'ai esquissé un sourire poli, puis j'ai désigné la table des adultes. Demandez aux adultes, ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Ce n'est pas vous? Non, ai-je répondu en le coupant. Moi, je suis juste le type avec la fourchette en plastique. Il m'a fixé un instant, a hoché la tête, puis est reparti. J'ai attrapé ma veste, lissé les manches et suis sorti discrètement par la porte latérale. Personne ne m'a vu partir. Personne ne s'est soucié de mon absence. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Je suis resté assis dans ma voiture, garée de l'autre côté de la rue. Moteur coupé, vitre entrouverte. Par le pare-brise, j'observais les serveurs débarrasser les restes de gâteaux à moitié mangés et les verres de soda au litchi. Des familles posaient devant une grande banderole où l'on lisait, pour toujours, dès maintenant. C'était presque poétique. Une salle remplie de gens qui levaient leurs verres à l'amour et à l'unité, tout en rejetant en silence l'un des leurs. Comme si c'était une tradition familiale. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû me sentir blessé, trahi. Mais honnêtement, je ne ressentais plus grand-chose. Juste de la fatigue. Fatigué de faire semblant. Fatigué d'avaler ma fierté pour des gens qui me voyaient comme un distributeur automatique, pas comme un membre de la famille. Mon téléphone a vibré. Un message de mon frère. Sympa d'être parti si tôt. Maman dit que tu fais ton cinéma, encore une fois. J'ai laissé échapper un rire sec. Dramatique, vraiment? Comme si être traité comme un intrus et se faire coller une facture surprise de 4200 € faisait simplement partie de la fête. Et là, quelque chose s'est passé en moi. Pas une explosion, pas une crise. Juste un déclic. Silencieux, net, lucide. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé les comptes conjoints que j'avais accepté de gérer au fil des années. Pendant qu'ils se moquaient de moi à voix haute, ils n'avaient aucun scrupule à faire passer leurs factures discrètement à mon nom. Les factures d'électricité de ma mère, soi-disant temporairement, le temps que son crédit s'améliore. L'urgence dentaire de tante Rachel, j'avais co-signé le prêt. Le deuxième voyage de noces de mon frère, payé avec ma carte après qu'il ait dépassé son budget. Ils ont toujours dit qu'ils me rembourseraient. Ah. Bien sûr. Ils ne l'ont jamais fait. Alors j'ai tout arrêté. Pas par vengeance. Juste parce que, pour la première fois, je voyais les choses clairement. Un à un, je me suis retiré. L'électricité, le gaz, l'abonnement internet,
les forfaits mobiles. Tout ce que je payais en silence, sous prétexte que la famille est de la famille. J'ai tout coupé, annulé ce que je pouvais, planifié les fermetures nécessaires. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence et j'y ai transféré tout mon argent. Chaque centime, hors de leur portée. Et puis est venu le moment qui m'a semblé juste. J'ai appelé le lieu de réception. Une voix douce, une dame prénommée Ashley, a répondu. Je lui ai expliqué que quelqu'un m'avait désigné comme la personne chargée de régler un dîner que je n'avais jamais accepté d'organiser. Je lui ai demandé s'ils avaient un contrat signé à mon nom. Elle a vérifié. Il n'y en avait pas. Madame, ai-je dit calmement, je n'ai jamais validé ce paiement. Je ne le paierai pas. Et si quelqu'un utilise encore mon nom sans mon accord, ce sera mon avocat qui s'en chargera. Ashley avait l'air un peu nerveuse. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle allait parler à la personne qui avait fait la réservation. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché, et je suis enfin rentré chez moi. Les conséquences n'ont pas tardé. Dès le lendemain matin, à 7 heures, mon téléphone a vibré avec un message de groupe. Thomas, la salle dit que le paiement n'est pas passé, que s'est-il passé? À 7 heures, ma mère a envoyé un message à part. Pourquoi il n'y a plus de courant? Il s'est passé quelque chose avec la facture d'électricité? À 7 heures également, tante Rachel a écrit. On me dit que mon crédit est bloqué à cause d'une action venant de toi. C'est totalement injuste. J'avais 27 messages non lus, 3 messages vocaux et 2 appels manqués de mon frère. Mais la vraie panique a commencé quand Michel, la future mariée, m'a appelé directement. J'ai failli ignorer l'appel, mais la curiosité m'a poussé à décrocher. Thomas, m'a-t-elle dit d'une voix déjà tremblante, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'ils avaient mis ton nom sur la facture. Le lieu de réception refuse de nous donner les photos tant que ce n'est pas réglé, et ton nom est toujours associé au dossier. Tu pourrais peut-être avancer les frais pour l'instant? On arrangera ça plus tard. J'ai marqué une pause, repensant à l'endroit où j'étais assis ce soir-là. Mel, ai-je répondu, d'un ton parfaitement neutre. J'étais coincé à la table pliante, avec une fourchette en plastique. Tu as publié plus de 100 photos et je n'apparais sur aucune. Pourquoi je paierais? Elle a hésité. Je ne voulais pas t'exclure, je te le promets. C'est maman et tante Rachel. J'ai déjà parlé aux adultes, ai-je dit, avant de raccrocher. Plus tard dans la soirée, les messages ont recommencé. Mais cette fois, le ton avait changé. Ma mère a commencé par la culpabilité. Je t'ai élevé mieux que ça. Ne punis pas tout le monde pour un petit malentendu. Ensuite, c'était au tour de mon frère. Tu en fais tout un drame. Ce sont des gens plus âgés, ils plaisantent comme ça. N'explose pas la famille pour si peu. Mais tante Rachel a franchi un cap, si tu ne règles pas ça, je dirai à tout le monde que tu as fait de la fraude avec mes comptes. Là, c'en était trop. J'ai pris des captures d'écran de chaque email, de chaque formulaire qu'elle avait signé. Des documents qui prouvaient clairement son accord, notamment quand je l'avais aidé pour ce prêt. J'ai tout envoyé. À elle, à ma mère, et j'ai mis mon avocat en copie avec un message bref. Salut Ryan, juste pour te tenir informé des menaces qui sont proférées à mon encontre concernant les comptes financiers partagés. Puis plus rien. 2 jours de silence total. Enfin, les excuses ont commencé à arriver. Des excuses faibles, bancales, qui cherchaient surtout à minimiser plutôt qu'à assumer. Désolé si tu t'es senti mis de côté. On ne voulait pas rendre les choses inconfortables. On pourrait en parler calmement? Mais le meilleur message, celui qui m'a fait m'appuyer contre le dossier de ma chaise avec un sourire, venait d'Ashley. Elle m'avait transféré un email de ma tante, paniquée, demandant désespérément qu'on transfère les 4200 € restants sur sa propre carte. Selon la note d'Ashley, le paiement avait été refusé 3 fois, et des pénalités de retard avaient déjà commencé à s'accumuler. J'ai bu une gorgée de café, me suis calé dans mon fauteuil. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une forme de paix que je n'arrivais pas à expliquer. Je n'étais plus la banque de la famille. Je n'étais plus le plan B. J'avais tourné la page. Mais juste au moment où je commençais à m'habituer à ce calme, à trouver du confort dans ce silence, on a frappé à ma porte. C'était ma mère. Son visage était rouge, ses yeux gonflés. Elle tenait une enveloppe à la main. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à se délier. Je suis resté quelques secondes à fixer la porte avant de l'ouvrir. Une toute petite partie de moi, sans doute naïve, espérait encore qu'elle dirait enfin quelque chose de vrai. Un mot honnête.
Quelque chose comme je suis désolé, on t'a maltraité, on a profité de toi, on avait tort. Mais dès que j'ai vu son visage, j'ai su que ce n'était pas la raison de sa venue. Elle n'était pas là pour réparer quoi que ce soit. Elle était là pour limiter les dégâts. Thomas, m'a-t-elle dit avec un sourire crispé qui ne touchait pas ses yeux, on peut parler? Elle a levé l'enveloppe comme si c'était un drapeau blanc. Je n'ai rien dit. Je me suis juste écarté pour la laisser entrer. Elle est entrée comme si la maison lui appartenait encore, comme si elle avait le droit d'y être, alors qu'elle n'était jamais venue depuis que je l'avais achetée, il y a 3 ans. Elle s'est assise raide, au bord du canapé, comme si elle voulait encore faire croire qu'elle maîtrisait la situation, alors qu'elle n'avait plus sa place ici. Elle m'a tendu l'enveloppe. Je l'ai ouverte, m'attendant à une lettre, peut-être un chèque. Mais non. C'était simplement la facture imprimée du lieu de réception. 4 200 € impayés, avec une pénalité de retard de 450 €. Je l'ai regardée. Elle s'est raclée la gorge, a joint les mains comme si elle implorait un peu de clémence, puis a poussé un soupir très maîtrisé. Je sais que les choses ont un peu dérapé, a-t-elle commencé, mais là, tu vas trop loin. On est une famille, Thomas. Et la famille ne se traite pas comme ça. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Le crédit de ta tante est bloqué. Ton frère ne peut plus utiliser sa carte professionnelle. Et Michel est bouleversé parce que la société de photos refuse de lui remettre ses clichés. Tout ça pour une simple erreur de placement. J'ai levé un sourcil. Une erreur de placement? Elle a agité la main, comme si ce détail n'avait aucune importance. Tout le monde dit des choses qu'ils ne pensent pas sur le moment. Ta tante a fait une blague et tu l'as mal prise, c'est tout. Mais couper les comptes, impliquer des avocats, ce n'est pas comme ça que les adultes règlent les conflits. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Tu m'as donné une fourchette en plastique et tu m'as dit d'aller manger avec les enfants, ai-je dit. Tu m'as fait payer ta facture de gaz le mois dernier sans même me demander. Et maintenant, j'apprends que tu as mis mon nom sur une facture dont je ne savais même pas l'existence. Ce n'est pas une blague. C'est profiter de quelqu'un. Elle a cligné des yeux. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Voilà, c'était revenu. Cette même excuse. Celle qui le ressort toujours. Il a de l'argent. Pas de femme. Pas d'enfant. Il s'en sortira. Alors pourquoi ne pas en profiter encore un peu? Tu n'as même pas demandé, ai-je dit à voix basse. Tu t'es contenté de supposer que je paierais. Comme d'habitude. Elle a poussé un autre soupir et s'est levée, comme si le fait de se mettre debout allait lui redonner l'avantage. Je sais qu'on ne t'a pas toujours donné le sentiment de faire vraiment partie de la famille, a-t-elle dit, mais tu ne rends pas les choses faciles non plus. Tu prends tes distances, tu évites les événements, tu ne partages rien. Si tu faisais un peu plus d'efforts, peut-être que tout ça n'arriverait pas encore. Faire plus d'efforts? J'ai failli en rire. J'ai failli crier. J'avais essayé pendant des années. Je venais aux réunions de famille où personne ne remarquait ma présence. J'envoyais des cadeaux que personne ne remerciait. Je payais des factures que tout le monde oubliait. Et maintenant, elle osait me reprocher les conséquences. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Si j'avais refusé de payer cette facture avant le dîner, ai-je demandé, tu m'aurais dit de ne pas venir? Elle n'a rien répondu. Ce silence m'a tout dit. Elle a tenté de changer de sujet. Écoute, je n'ai pas l'argent. Ta tante non plus. Le lieu de réception parle d'engager des poursuites. Tu veux vraiment que Michel commence son mariage avec des dettes? J'ai incliné légèrement la tête. Donc tu es en train de me demander de payer? Non, a-t-elle répondu, bien trop vite. Je demande juste un coup de main. Que tu fasses ta part, que tu fasses ce qui est juste. Je me suis avancé, j'ai pris la facture, et je l'ai déchirée en deux. Lentement. Pas par colère. Avec calme, avec intention. Sa mâchoire s'est figée. Thomas, a-t-elle soufflé. Je ne suis pas ton compte bancaire, ai-je dit d'une voix posée. Je ne suis pas ton plan de secours. Je ne suis pas ton excuse. Je suis ton fils. Mais je ne crois pas que tu m'aies vu comme ça depuis bien longtemps. Elle a soufflé avec dédain. Donc c'est ça? Tu nous coupes pour une fête? J'ai secoué la tête. Pas pour une fête. Parce que ce schéma dure depuis toujours. Et j'en ai fini avec ce jeu. Elle est restée figée, comme si elle ne trouvait plus les mots. Puis, comme si elle ne supportait pas cette perte de contrôle, elle a ressorti son vieux refrain.
Celui qu'elle utilisait quand j'étais plus jeune et que je ne voulais pas lui donner tout mon salaire pour des courses qui n'arrivaient jamais. Tu crois que tu vaux mieux que nous, hein? Juste parce que tu as de l'argent. Tu es aigri, Thomas. Tu l'as toujours été. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être. Mais je ne suis pas fauché. Et je ne supplie pas mon propre fils de réparer une erreur que j'ai causée. Ça l'a frappée. Elle a reculé comme si je venais de la gifler. Elle battait des paupières rapidement. Pas, maman. Elle a entrouvert la bouche, sans doute prête à balancer une autre pique. Mais quand elle a vu mon visage, elle s'est tue. Elle est sortie sans rien dire d'autre. C'était il y a 3 jours. Depuis, silence complet. Pas de message dans le groupe familial. Pas de tentative de culpabilisation tard dans la nuit. Juste le vide. Je n'ai reçu aucun message de mon frère, de tante Rachel ou de Michel. J'imagine qu'ils essaient soit de trouver comment couvrir les frais, soit qu'ils ont trop honte pour me contacter. Ou alors, peut-être, qu'ils comprennent enfin que je ne suis plus celui sur qui ils peuvent compter sans jamais rendre. Et puis, hier soir, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Thomas, c'est Anthony. Le fiancé de Michel. Je pense qu'on devrait parler. Je ne savais pas tout ce qu'il t'avait fait. Est-ce qu'on peut se voir? Ça m'a pris au dépourvu. Anthony n'avait jamais été impliqué dans les histoires de famille. Il avait toujours l'air calme, un peu à l'écart, comme s'il se contentait de suivre le mouvement. Alors, s'il me contactait maintenant, c'est que quelque chose de sérieux se passait. Et connaissant ma famille, il ne resterait pas silencieux à moins que quelque chose de vraiment important ne se prépare. J'ai mis du temps à réfléchir avant de répondre. Une partie de moi pensait que ça ne servait à rien. J'imaginais déjà une excuse bancale de plus, ou des regrets superficiels. Mais une autre partie de moi, fatiguée d'années d'ignorance, d'utilisation, d'exclusion, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Pas pour avoir des réponses. Juste pour savoir s'il restait une once de décence dans cette famille. Alors j'ai accepté. Je lui ai proposé de se retrouver dans un petit café du quartier. Un lieu public. Neutre. Sûr. Avec un peu de chance, sans drame. Anthony est arrivé pile à l'heure. Chemise propre, jean sobre. Il avait l'air mal à l'aise. Et ça m'a surpris. Il avait toujours cette attitude détachée, comme si rien ne l'atteignait. Un de ces types qu'on remarque à peine, toujours à l'arrière-plan. Mais dès qu'il s'est assis, j'ai vu que quelque chose n'allait pas. Ses épaules étaient tendues, ses mains cramponnées à sa tasse de café comme si c'était son seul point d'ancrage. « Merci d'être venu », a-t-il dit doucement. J'ai fait un petit signe de tête. Je n'ai rien dit tout de suite. Il a jeté un œil autour de lui, puis s'est penché légèrement vers moi, sa voix baissée. Je dois te dire quelque chose. Honnêtement, je ne savais pas ce qu'il faisait. Pas avant récemment. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé parler. Quand Michel m'a parlé de la fête, elle m'a dit que tu la payais. Une surprise, soi-disant. C'est ce que ta mère et tante Rachel lui avaient dit aussi. Je n'ai pas remis ça en question, il a secoué la tête. Mais après que tout est mal tourné et que Michel ait commencé à pleurer. J'ai parcouru les emails. J'ai vu ce qui s'était passé. J'ai vu où la facture avait été modifiée. J'ai vu ton nom ajouté sans qu'on te demande ton avis. J'ai même vu que ta tante avait donné tes coordonnées au lieu de réception, sans ton autorisation. Je n'ai pas réagi, mais intérieurement, entendre la vérité m'a frappé de plein fouet. Je m'en doutais déjà, mais l'entendre confirmer, c'était comme recevoir un coup dans la poitrine. Anthony avait l'air honteux. J'ai demandé à Michel, a-t-il continué. Elle a fondu en larmes. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu te demander de payer. Mais sa mère lui a dit que tu t'en fichais. Que tu avais les moyens. Que payer, c'était ta manière à toi de faire partie des choses. Michel voulait y croire. Mais quand elle t'a vu assis au fond de la salle, elle a compris que c'était faux. Et pourtant, elle n'a rien dit. J'ai répondu calmement. Je sais. Anthony a baissé la voix. Elle regrette. Mais le pire, c'est qu'après ton départ, ils ont ri. Ta mère a dit que tu faisais toujours tout tourner autour de toi. Ta tante t'a appelé Monsieur Crédit. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Il l'a remarqué. C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus faire partie de ça. J'ai marqué un temps. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rompu les fiançailles hier, a-t-il dit doucement, les yeux baissés. Michel est bouleversé,
mais je lui ai dit que si elle ne voyait pas à quel point tout cela était injuste avant que tout n'explose, et si elle trouvait ça acceptable de traiter les gens comme ça, alors nos problèmes allaient bien au-delà d'un simple dîner. Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise, absorbant tout ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin. Elle m'a dit qu'elle avait grandi en pensant que l'amour se mesurait à l'argent, a-t-il dit d'une voix tendue. Que si quelqu'un ne payait pas, c'est qu'il ne tenait pas à toi. Et je lui ai répondu que c'était la chose la plus tordue que j'ai jamais entendue. Il a fait une pause. Je ne te demande rien, Thomas. Je voulais juste m'excuser. J'ai tout vu. Tu n'as rien imaginé. Tu n'as pas exagéré. Tu étais utilisé. J'ai soufflé lentement. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose en moi s'est apaisé. Comme si je portais un poids lourd que personne n'avait jamais vu. Et que quelqu'un l'avait enfin reconnu. Merci, ai-je dit doucement. On n'a pas dit grand-chose après ça. Il est parti sans faire de bruit. Et je ne l'ai jamais revu. Mais dans notre famille, les nouvelles circulent vite. Surtout quand il s'agit de quelque chose de dramatique. Comme annuler un mariage dont on parlait sur les réseaux sociaux depuis plus de 6 mois. Les messages ont commencé à pleuvoir. De ma mère, tu es content maintenant? Tu as détruit la vie de Michel. Tu nous as humiliés. De mon frère, tu devrais vraiment consulter. Pas étonnant que tu sois toujours seul. De tante Rachel, tu le regretteras un jour. Tu auras besoin de ta famille, et nous, on ne sera plus là. J'ai répondu la même chose à chacun. Parfait. Puis je les ai tous bloqués. Un par un. Pas de culpabilité. Pas d'hésitation. Juste ce sentiment d'avoir tourné une page. Comme si une porte s'était enfin refermée. Et que je n'avais plus besoin de rester devant, à frapper, en espérant qu'on m'ouvre. Au fil des semaines suivantes, j'ai commencé à couper les derniers liens. J'ai vendu la voiture que j'avais co-signée avec mon frère. J'ai fermé la ligne de crédit d'urgence que ma mère utilisait encore. J'ai même annulé le compte Spotify familial qu'il partageait. Parce que quand on s'éloigne des gens, il faut couper toutes les cordes. Et quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma vie est devenue silencieuse. Plus d'appels pleins de culpabilité. Plus d'invitations vagues avec des factures cachées derrière. Juste la paix. Une vraie paix. J'ai passé plus de temps avec des gens qui se soucient vraiment. De vrais amis, qui me demandaient comment j'allais sans rien attendre en retour. J'ai repris une vieille passion, la photographie. J'ai commencé à faire de la randonnée le week-end. J'ai appris à cuisiner autre chose que des plats tout prêts. Et une fois par semaine, je faisais du bénévolat dans un centre local, pour aider à la logistique et à la distribution. Je faisais des choses pour des gens qui en avaient vraiment besoin. Et qui le reconnaissaient. Ça faisait du bien. Pas comme une corvée. Comme quelque chose qui avait du sens. Puis, un dimanche matin, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas de nom d'expéditeur. Mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement. C'était ma grand-mère. La seule, dans toute la famille, qui m'ait jamais traité avec un vrai respect. Elle vivait à 2 heures de route, et n'avait pas pu venir au dîner pour des raisons de santé. Le mot était court. Thomas, j'ai entendu ce qui s'est passé à la fête. J'ai entendu ce que tu as fait. Bien. Tu as toujours mérité mieux. Viens me voir. J'ai fait tes biscuits préférés. Avec tout mon amour, mamie. J'ai éclaté de rire là, devant la boîte aux lettres, pendant que le vent essayait d'arracher la feuille de mes mains. Ce soir-là, j'ai fait le plein de ma voiture et j'ai pris la route vers chez elle, le sourire aux lèvres tout le long. L'essence payée avec mon propre argent. Pas celui de quelqu'un d'autre. Et pour une fois, c'était juste pour moi. Pas de couvert en plastique. Pas de table branlante au fond. Pas de facture surprise à la fin. Juste un siège chaud près du feu, à côté de quelqu'un qui avait toujours vu ma valeur, même quand les autres faisaient semblant que je n'existais pas. Je n'étais plus le plan de secours. J'étais enfin arrivé.